s'adapte bien au secteur prioritaire de développement du Maroc. Donc, je suis tout à fait optimiste pour la perspective d'investissement chinois au Maroc. En ce qui concerne le tourisme, je sais bien que l'Institut Confucius a déjà commencé la formation des guides marocains en langue chinoise, ceci dans l'espoir d'accueillir des touristes chinois dans de bonnes conditions. Donc, je pense que l'investissement et le tourisme, ce seront les deux domaines prometteurs favorisant l'accélération, l'intensification de la coopération sino-marocaine. Alors, comme nous sommes là, nous sommes impatients d'écouter l'exposé de M. l'écrivain Diamari. Je m'arrête là et encore une fois, merci à toute l'assistance d'avoir bienvenue, assister comme d'habitude aux activités organisées à l'Institut Confucius. J'aimerais profiter aussi de l'occasion pour remercier les responsables de l'Institut Confucius pour des efforts combien importants déployés en vue d'assurer un fonctionnement correct de l'Institut Confucius. J'aimerais vous faire savoir que je suis toujours partisan pour l'enrichissement mutuel entre nos deux pays. Lorsqu'on fait des échanges, il faut que ces échanges-là se font dans les deux sens. Pour l'ambassadeur de Chine au Maroc que je suis, je travaille ici, je fais connaître la Chine au Maroc et vice-versa en Chine, je fais aussi connaître le Maroc en Chine. Alors je me souviens, à quelques mois après mon arrivée au Maroc, j'ai été reçu par un ministre. Ce ministre, il m'a dit ceci: vous, en tant qu'ambassadeur de Chine au Maroc, bien sûr, vous devez travailler pour la Chine, mais vous devez aussi travailler pour le Maroc. Justement, c'est un intérêt de notre coopération que je dois absolument m'investir pour porter à un niveau plus élevé notre coopération, notre partenariat stratégique. Je m'arrête là. Encore une fois, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci Excellence pour, je dirais, ce plaidoyer combien heureux que vous faites et toujours pour cette passion que vous avez. Je sais qu'un ambassadeur, vous l'avez dit une fois dans votre résidence, un ambassadeur ne dit jamais oui, ne dit jamais non, il dit toujours peut-être. Mais aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas dans le peut-être, vous êtes dans la passion, et cette passion que nous partageons aimablement avec vous, et nous vous remercierons jamais assez, parce que par votre présence, Excellence, vous confirmez encore une fois que ce que nous faisons comme travail, et ce qui est tout à fait légitime, est un travail que vous revendiquez, que vous reconnaissez, et à travers vous, c'est la Chine qui le reconnaît. La reconnaissance, puis la reconnaissance, et la reconnaissance. J'avais pensé faire, j'ai préparé 20 pages pour parler du travail de mon ami, Abdelhamid Jemari. Je vais dire juste quelques mots, pas plus, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui doit raconter des choses, c'est lui qui a vécu en Chine, enfin qui a voyagé en Chine entre 2010 et 2020. Vous avez fait 4 voyages, j'en ai fait plus, mais je suis sûre que vous avez vu des choses que nous n'avons pas vues, enfin, nous n'avons pas su voir. C'est la raison pour laquelle je vais laisser de côté mes 20 pages et je dirais tout simplement, je vous considère aujourd'hui comme Ibn Battuta de l'an 2021, puisque à travers ce livre, vous nous racontez votre périple en Chine, et vraiment j'aurais honte, vraiment honte, de prendre 20 minutes du temps à vous raconter, à vous parler, à vous raconter mon exposé, alors que la personne qui a vécu tout le livre et qui a écrit ce livre, elle est là. Je pense qu'elle mérite nos applaudissements et on lui donne le micro. Votre Excellence, Madame la directrice,
Il m'est très pénible de prendre la parole devant cette merveilleuse présence qui m'honore, mais aussi qui m'impose beaucoup d'humilité. Je suis très heureux aussi d'exprimer ma gratitude, combien je suis reconnaissant d'avoir l'honneur d'être devant ces étudiants, ces esprits ouverts, combien rêveurs, comme nous étions à l'époque de la faculté, mais aussi très reconnaissant d'être votre invité ici à l'Institut Confucius, un sanctuaire, dois-je le dire, de la connaissance, de la sagesse et qui porte le nom d'une éminence grise, non pas de la Chine, ancestrale et plusieurs fois séculaire, mais aussi de l'humanité. Et qui plus est, a beaucoup contribué à ces rendez-vous des carnets de voyage. Parce que je prétends que ce livre que j'ai fait à la fin, au fruit de 4 voyages en Chine, est un essai de voyage, un essai de ressembler à ce que nos illustres ancêtres ont déjà fait, pour des motivations religieuses parfois, et pour des motivations culturelles souvent. Je cite Ibn Battuta, et j'ai toute la modestie de dire que jamais, il ne m'arrive à l'esprit de prétendre être ne serait-ce qu'un infime petit Ibn Battuta, parce que c'est Mahmoud ibn Abdillah Tanji qui a fait 120 km pendant une pérégrination qu'il a conduit du Mali à Sumatra, de Kenya aux steppes russes, du Maroc à la Chine. C'est un ancêtre qui, bien sûr, ne sera jamais, que nul ne saura jamais refaire son voyage. Aussi, je suis très heureux de réussir ce premier contact en français, mon français très approximatif. Je le dis devant ce Mahmoud Barada, qui est le maître, notre maître à français quand il s'agit de cette langue merveilleuse, mais reste quand même étrangère. Ce livre, c'est un livre miroir. En fait, c'est un miroir que j'ai voulu faire promener tout au long de mon chemin qui m'a conduit à plusieurs régions de la Chine, à plusieurs lieux de la Chine, mais aussi qui m'a emmené à contacter, à parler langue avec beaucoup d'intellectuels, de journalistes et d'hommes politiques. Et bien sûr, un carnet de voyage, un carnet de route devient encore davantage beaucoup plus précieux quand le chemin passe par le ciel. C'est pourquoi je fais mien ce vers de Mahmoud Darwish, comment écrire au-dessus des nuages pour raconter des terres lointaines comme la Chine, tomber ensuite des nues joyeusement et avec un grand plaisir en laissant un livre une fois de retour chez soi. Ce livre, qui est le fruit de voyages entretenus de 1910 à 2020, ont permis à des délégations marocaines, dont je faisais partie, de se fondre dans l'immensité plurielle, historique, culturelle, urbanistique et architecturale, technologique et politique d'un pays ami, qui fut un certain temps, je parlais des années 50, des années 60, des années 70, l'idéal type de plusieurs de nos militants et qui est actuellement la force du présent et de l'avenir. Un pays qui se réveille sans que le monde ne tremble, sauf de fierté pour faire valoir un vivre ensemble que l'humanité appelle de ses voeux. Il me serait peut-être aisé, voire un peu narcissique, de céder à quelques suggestions de certains de mes amis
qui ont voulu glisser ce livre dans la tradition de l'histoire, des récits, des voyages, ce qu'on appelle Adab al-Rihla, celle des illustres ancêtres qui ont parcouru de longs chemins et laissé des traces écrites, mémorables, tel le récit de Cheikh Idrissi ou d'Abdouah al-Marachi ou un autre, Ben Saïd al-Maghribi, loin s'en faut. Ce serait prétentieux, immoral même, d'entretenir une telle désinvolture de ma part. Oui, je peux prétendre à tel statut littéraire, combien même alterne document élève tout au long de ces pages. De ces illustres, on n'enrique pas moins d'autres caractères que physiques et morphologiques. Ainsi, étant marocain, j'ai sans doute hérité un rêve, celui de Ibn Battuta, dont les pérégrinations ont conduit aux confins de la planète. Je l'avoue, d'ailleurs, à la fin du livre, je suis fier et un peu amer. Je suis fier parce que j'ai fait le voyage que mon illustre aïeux a fait de Ibn Battuta. J'ai eu l'occasion et l'honneur de trouver d'abord l'imposante statue de Ibn Battuta dans la ville de Tianjin, de prendre une photo de famille tout près, de crier devant les autres femmes présentes, de dire ce monsieur c'est mon grand-père. Ils ont applaudi, mais j'ai senti quand même qu'il y a une certaine amertume de le trouver là honoré, bien glorifié, mais qui loge ici, sur nos terres, aux confins de l'oubli. Dieu merci, l'amertume est éphémère, car c'est également un livre sur l'émerveillement. Je le dis d'entrée de jeu, je suis émerveillé, ébahi, épaté. Le lecteur, bien sûr, ne passera pas sous silence cette émotion avec laquelle sont rédigées plusieurs pages, des pages entières. Je ne m'en défends pas. J'assume. J'assume tout en citant ici un éminent poète et homme de lettres français, dont le nom est un peu anglo-saxon, Michael Edwards, qui disait qu'il n'y a rien de plus sérieux, de plus adulte que de s'émerveiller. S'émerveiller de la capacité d'un pays à nous faire rêver de son éblouissante maturité, de son savoir, de savoir de tutoyer l'avenir, tout en restant fidèle à son passé de 3000 ans. Une raison de plus donc de dire qu'un pays qui a 30 siècles d'histoire derrière lui en tirera une force inouïe pour se projeter des siècles dans l'avenir. Il faut trouver l'avenir aussi dans ses racines. Ainsi, on en arrive au titre que j'ai choisi pour ce livre, Aller en Chine, le retour du futur, où on est dans un chronotope, un espace-temps de Michael Bakhtin, une matrice où se développe l'action d'un récit. Effectivement, on se déplace, nous les Marocains et les Marocaines, dans l'espace, dans la géographie, dans les airs, dans les terres. Mais, en fin de compte, on a réalisé qu'on est en plein dedans, dans le temps, le futur et dans l'avenir, où le lieu et le moment sont réputés solidaires. L'avancée technologique que j'ai vue, que j'ai réalisée, que j'ai pu écrire noir sur blanc est un quotidien. Je le répète, c'est un quotidien chinois. Ce n'est plus en termes de science-fiction, ni en termes de l'intelligence artificielle, encore moins de rêves scientifiques dont on parlait de ce quotidien. Le chinois et la chinoise sont en plein 21e siècle. Le temps d'ailleurs, ce fut le premier choc entre nous et nos hôtes
il est tellement essentiel que les Chinois, et je parle sous la responsabilité de M. l'ambassadeur, peuvent en faire un critère de différenciation, comme on l'a vécu à notre dépend à plusieurs reprises. Ils ne badinent pas, ils ne s'amusent pas avec le temps. Aussi diplomates qu'on a été chez eux, ils nous ont imposé l'agenda et le timing nécessaire. L'un des secrets, je crois, après le travail, après l'assiduité, après, bien évidemment, cette civilisation plusieurs fois séculaire, c'est d'abord l'application et le respect du temps. Et je crois que déjà aller en Chine est un acte de civilisation et de civisme, parce qu'on apprend justement comment être à la page et comment être à l'heure si par hasard la chance vous sourit. J'ai eu la chance d'ailleurs d'appartenir à une génération d'étudiants et de militants, combien rêveurs, qui sur fond de débats et de controverses appelaient les pères fondateurs de la Chine, que ce soit la Chine révolutionnaire ou nationaliste, celle de Mao Zedong ou celle de Sun Yat-sen. Ils les appelaient à la rescousse pour vaincre ou pour convaincre, parce qu'on croyait l'empire du milieu capable, à l'époque des années 50 et 60, d'apporter des réponses aux questions qu'on se posait. D'où cette familiarité avec l'empire du milieu, de son expérience atypique de vivre une histoire de réussite qui peut-être ne se reproduira pas de sitôt. En visitant la Chine pour la première fois en 2010, j'étais aussi en quête de ce pont de mémoire, la mienne et la nôtre. Je l'avoue, dans les pages surtout du 3e livre, qui commence ainsi. Nous étions les grands disciples sortis du chapeau sorcier de Mao. Nous avons trouvé justement le maoïsme encore vivant, mais pas Mao Zedong, mais on a trouvé une autre régime qui a commencé en 1978 avec le saint des saints, Deng Xiaoping. Nous avons trouvé le pays dans le siècle à venir, le siècle d'après notre siècle. Était-ce prémonitoire? Peut-être, mais aussi ai-je eu la chance de voyager en arborant différentes casquettes, celle du journaliste d'abord, pour assister à l'expo de Shanghai en 2010, mais aussi en visitant la région du Hubei, celle du militant et responsable politique, ensuite en tant que membre du bureau politique de l'USFP, mais aussi en tant que membre d'une délégation tripartite du parti de la Koutla, et la casquette de celle de l'élu, réellement et symboliquement, que le destin a emmené à visiter la région du Hubei pour signer un partenariat de jumelage avec la région Casablanca-Stade et pour surtout vivre les dernières heures avant la fermeture de la planète. Juste avant la pandémie, faut-il le dire. Ce sont des registres qui se sont superposés, cohabités pour me donner la chance doublée de la joie de connaître les facettes d'une civilisation désormais partie prenante de chaque recoin, de chaque citoyen du monde, de chaque place de la planète, des chaussettes de bébés qui viennent de naître jusqu'à la paix made in China dans le Moyen-Orient, le point le plus douloureux de la planète. J'ai ainsi été aux premières loges, oh oui, au cours d'événements inoubliables, un visiteur privilégié des responsables politiques de cet immense pays, de son élite, de ses journalistes, de ses responsables et de ses gouvernements. Mais le jeu ici, cette première personne au singulier, cache un autre, c'est le nous, cette première personne au pluriel, le nous des voyageurs, mais aussi des lecteurs et des citoyens, censés partager ce récit. Du coup, les enseignants qui s'imposent sont de nature plurielle. Comment un Chinois gère le temps?
C'est à force de le côtoyer au long des siècles qu'ils sont devenus amis. Comment un Chinois, comment l'Empire du Milieu recouvre son identité marchande, traduit actuellement par la devise ceinture et route de la soie. C'est parce que le passé est toujours là pour s'ouvrir encore plus sur le monde et adopter une politique d'un seul pays et de régime, marier les principes aux intérêts, et j'en passe, et faire de la planète la maison symbolique de toute l'humanité. Il y avait des moments très forts de cette visite. J'en retiens 3. D'abord, la dernière, c'est ma visite à la Silicon Valley chinoise. Et c'est le labo Violet qui est un immense labo qui a la superficie de Singapour. C'est déjà un État. Là où l'avenir se fait, là où on a fait des découvertes inouïes, là où on a trouvé justement l'intelligence, les deux facettes de l'intelligence humaine, que ce soit l'intelligence artificielle ou l'intelligence naturelle, mais aussi il y a des moments symboliques, comme par exemple la visite qu'on a fait à Lille, où le Parti communiste a tenu sa première réunion avec Mao et ses 12 camarades. Une ressemblance inouïe, une ressemblance vraiment magique. Ça rappelle un peu Jésus-Christ avec ses 12 apôtres. C'était ça un peu. Mais aussi les visites qu'on a fait, troisièmement, à l'école des cadres. J'ai su qu'en Chine, il n'y a pas de cadeaux. On ne fait pas de cadeaux aux gens. Je viens de parler du travail, mais aussi de l'enseignement. L'enseignement très ouvert, très audacieux. Aussi l'application des étudiants de tout un peu d'1,3 milliard et 400 millions qui est sur la même longueur d'onde, de ce patriotisme dans les gènes, ce respect, cet amour du pays. Il n'y a pas de secret en fait. Ce n'est pas sorcier, il y a le travail et il y a l'amour du pays. Partout et pour tous les peuples, visiter la Chine relève soit de la curiosité culturelle, soit de l'exigence économique ou politique, et peut-être moins pour des raisons touristiques, mais pour nous, musulmans, voir la Chine, c'est un devoir religieux. C'est peut-être pour cela que nos ancêtres ont voyagé pour des motivations religieuses avant de céder à la poétique de la comparaison avec ce peuple magnifique. Le célèbre Confucius ne disait-il pas que la connaissance est la clé du pouvoir et de la sagesse? Notre prophète Sidda Mohammed, le nôtre, lui, ne nous a-t-il pas incité à chercher la clé de la sagesse loin, dans la Chine? Oui, l'amitié des peuples souvent trouve racine dans la parole des immortels, des sages aux messagers futurs. Pourvu que ce livre modeste puisse porter sa contribution, aussi minime soit-elle, dans l'entente de deux peuples condamnés à être amis. Loin de moi l'idée de pouvoir raconter la Chine. Encore moins raconter son actualité toujours en mouvement, son évolution, sa révolution permanente. Loin de moi de prétendre revenir et de mettre toute la Chine dans un livre. Ça revient à mettre un océan dans une bouteille. Je persiste et signe. C'est un livre récit d'émerveillement d'un citoyen épaté. Je vous invite à voyager. Une fois, lors d'un voyage diplomatique et avec le ministre, à l'époque, je crois que c'était Zaki, ministre du tourisme, c'était en 2010, une petite réunion, on a parlé avec les journalistes, il m'a demandé son point de vue après la visite de la Chine. J'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, vous avez
fait de 30 millions de touristes étrangers venant au Maroc un objectif pour votre politique, pour la décennie qui vient de commencer. J'ai à vous conseiller autrement. Essayez de faire voyager 10 millions de Marocains chaque année en Chine pour leur faire apprendre comment évoluer dans la sérénité, dans le calme, dans l'amour du pays, dans l'amour de la sagesse, dans l'amour du savoir. Un petit mot, enfin, pour nos étudiants, n'hésitez pas. J'étais très heureux de rencontrer plusieurs étudiants marocains, surtout à l'université de Yuan, qui est d'ailleurs parmi les premières en Chine et au monde. Et j'étais très heureux qu'ils étaient bien accueillis, qu'ils étaient bien dans leurs souliers, comme on dit en français, et qu'ils étaient très attachés et au Maroc et à la Chine, et qui ont réussi. Enfin, de ce petit mot, je dirais que rien que la langue chinoise est un butin de voyage, est un butin de savoir. Rien que la langue est un diplôme qui fera sûrement l'avenir de tous nos étudiants. Y ajouter encore plus le savoir de la technologie, des médecines et des langues, c'est, ma foi, un avenir rayonnant qui vous attend. Merci pour tous et j'espère ne pas avoir pris beaucoup de temps. Merci, honorable ami Sejmahri, pour cet exposé à la fois clair, à la fois lucide, mais aussi qui sort du cœur. Ça, c'est très important. Alors, nous avons demandé aux étudiants, parce que nous avons des étudiants de l'Institut Confucius, s'ils souhaitent lire votre texte. Beaucoup ont répondu par oui, et ils ont même le livre entre leurs mains. On va leur demander éventuellement, pour celles et ceux qui le souhaitent, de venir ici s'ils ont des questions à poser à Sejmahri concernant son livre. Et bien sûr, nous ouvrons le débat et nous ouvrons, bien sûr, donnons la parole à tout le monde. Alors, j'attends nos étudiants. Ne me faites pas rougir parce qu'il y a l'ambassadeur qui est là. Alors, j'attends vos questions. Marhaba. Alors, Oussama est un étudiant de la filière études chinoises et il aime beaucoup la Chine et bientôt il va partir en Chine. Oussama. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Madame Karima, bonjour Monsieur Mali. Je m'appelle Oussama, étudiant de l'éthique chinoise 3e année. Mon question est, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de facteurs qui vous ont inspiré à parler de la Chine et du futur. Mais qui vous a-t-il inspiré exactement afin de rédiger une pratique? Oui, quelqu'un d'autre. Alors, Monsieur Jmari vous propose de poser la question dans la langue que vous souhaitez, l'arabe ou le français, peu importe. Marhaba. السلام عليكم. اولا شكرا على اللقاء التواصلي وعجبني كثيرا الكتاب وكذلك العناوين الفرعيه الموجوده فيه وكذلك السلاسه في الانتقال بين الاحداث خلال السرد. ايضا في الحقيقه لم انتهي من قراءه الكتاب كاملا لكن تبادر الى ذهني اسئله لا اعرفها ساتوصل فيما بعد بالاجابه عليها لكن ساستغل هذا اللقاء التواصلي معكم. جاء في كتابكم في الصفحة 12 أقرأ في الطائرة أمير معروف مجددا لكي أعرف لماذا